Salut, mon public. Dans le livre Un manuel pour la jeunesse de droite par le célèbre autoproclamé aristocrate de l'âme Julius Evola, il y a un essai. En fait, le livre n'est qu'une série d'essais, mais la CIA ne veut pas que vous le sachiez. L'essai qui est le sujet de cette vidéo est nommé Psychanalyse des manifestations, qui est aussi une chose que la CIA ne veut pas non plus que vous sachiez. Vous souvenez-vous des émeutes de 2023 en France, où la série de manifestations et d'incendies des églises au Canada après qu'un radar ait trouvé des perturbations du sol qui furent automatiquement supposées être des tombes, ou l'été de Sneed de 2020, où un paysan a coupé le souffle dans cet édin sans aucune connaissance de base? Il est facile de supposer que ce genre de déchaînement hystérique soit nouveau, mais ils ne le sont pas. La plupart des Américains connaissent bien les émeutes raciales périodiques qui faisaient partie du quotidien depuis 1945. En mai 68, il y a eu d'énormes manifestations en France qui ressemblaient de manière assez frappante au bordel d'aujourd'hui. Une démonstration de force pacifique est meilleure que d'agir immédiatement. La violence n'est pas toujours la solution, même si je voudrais qu'elle le soit. Mais toutes les manifestations ne sont pas égales. Pendant les années des confinements, les manifestations contre les confinements furent très peu présentes dans ces monteurs de médias mainstream. Et ce n'était pas qu'à petite échelle. Le Canada et l'Allemagne en particulier ont connu des rassemblements de masse hebdomadaires contre le confinement. L'organe de propagande du gouvernement, que sont les médias, les ont délibérément ignorés pour éviter qu'ils ne se répandent. Par contre, l'été de 2020, qui m'avait coupé le souffle, a tellement dominé le cycle des nouvelles qu'il en était inévitable. Les opinions des spectateurs non politiques peuvent être influencées en les convainquant que le sentiment populaire est catégoriquement dans le camp que prennent ces monteurs de médias. Très peu d'événements sont spontanés. De vrais membres de la tribu, sortis tout droit des tunnels, qui organisent ces manifestations de gauche et le presse menteuse qui braque les projecteurs dessus travaillent littéralement main dans la main. En habitant des tunnels, Daniel Cohn-Bendit en est un bon exemple. Il était un leader étudiant lors des manifestations de mai 68, dont les conséquences ont été de donner au non-ironique syndicat communiste le contrôle sur les écoles. Ce sont des organisateurs comme lui qui sont apparemment capables de créer ces manifestations à partir de rien, leur donnant cette illusion de spontanéité. Le cycle de vie d'une manifestation a la même saveur que n'importe quel animé saisonnier. Pendant un certain temps, elles sont capables de susciter un intérêt avant de disparaître de la conscience publique. Ceux d'entre vous qui m'écouteront dans 5 ans ne se souviendront probablement pas de Freiren. Ce qui peut garder un mouvement spécifique en vie pendant une période longue est l'intervention délibérée des coordinateurs clés. Il est très important de s'en apercevoir parce qu'elle indique que les manifestations des gauchistes contre tel ou tel problème n'est qu'un masque. Les problèmes sur lesquels Occupy Wall Street tentait d'attirer l'attention n'ont pas disparu lorsque les occupants de Wall Street sont rentrés chez eux. En effet, ils sont plus préoccupants que jamais. La raison pour laquelle ils se sont arrêtés est parce que la CIA leur a ordonné. Les féroces gauchistes coprophages n'ont pas besoin de raisons légitimes pour manifester, comme la détérioration de la situation économique que la classe ouvrière subit. Ils manifestent plutôt, comme cela a déjà été le cas au Royaume-Uni, pour l'émancipation du prolétariat international en permettant aux mineurs d'accéder au THS. Les enjeux énoncés pour lesquels ces activistes manifestent ne sont qu'un prétexte. Même ceux qui se présentent pour les droits trans se moquent d'atteindre leurs objectifs en raison de leur manque de vrais buts ou objectifs. Les mouvements de protestation de gauche méritent une analyse psychanalytique plutôt que culturelle ou politique. Ce qui est apparent est que les détestables gauchistes dévoreurs de fumier ont une orientation anarchique et se battent donc contre toutes les formes d'oppression, réelles ou imaginaires, mais ça n'examine pas les impulsions basses qui conduisent ces mouvements, ce qui est le domaine de la psychanalyse. Un thème qui est présent dans quasiment toutes leurs manifestations est la lutte encore contre les systèmes patriarcaux de la hiérarchie et de l'autorité. Pour autant que je sache, le célèbre psychiatre austro-hongrois Sigmund Freud n'a pas écrit sur les manifestations. Cependant, la théorie de Freud du complexe d'Oedipe nous fournit une vision utile pour l'analyser. Voici ce qu'est le complexe d'Oedipe, une révolte contre son propre père avec le désir de s'en débarrasser et de le remplacer. Ce complexe n'est pas aussi simple
que d'avoir envie de voir son père mort et enterré, mais d'avoir une admiration et une jalousie de lui. Et là se trouve le problème. Très peu, voire aucune, des manifestations peuvent être expliquées par le fait que des moraux gauchias gobert de chias ayant des complexes de papa, parce qu'ils n'ont aucun respect pour l'autorité patriarcale. Et ils ne veulent pas avoir le même pouvoir qu'un autocrate paternel, puisqu'ils ont une véritable aversion envers tout type d'aristocratie ou hiérarchie qui donnera en ensemble le privilège et rôle à un groupe distinct de gens dès la naissance. Les maléfiques gauchias amateurs d'extrêmement ne veulent pas obtenir des privilèges aristocratiques. Ils veulent détruire toutes les inégalités. La grande majorité des pays au monde sont dirigés par les principes féminins qui cherchent à gouverner en arrivant en consensus plutôt que de suivre la vision d'un autocrate paternel comme le tsar Alexandre III. En Russie, l'aspect paternel fut explicite vu que le tsar était considéré comme le petit père, le vice-régent du Christ, le grand-père. Même les personnalités décriées comme semi-fascistes par les abominables gauchias grignoteurs de grosses commissions tels que Poutine ou Viktor Orban se présentent comme les populistes, exécutant la volonté du peuple. En fin de compte, ils ne tirent pas leur souveraineté de Dieu ou quelconque principe supérieur, mais des masses ignorantes qui ne peuvent pas faire le jugement personnel et dont les voix ne devraient pas être entendues du tout. Les populistes d'extrême droite restent toujours des figures maternelles. Puisqu'ils ont un véritable dédain pour n'importe quelle autorité, les manifestations de gauche sont des catastrophes naturelles, hystériques et incontrôlées. Platon a dit que ceux qui n'ont pas de maître à l'intérieur d'eux-mêmes devraient avoir un maître à l'extérieur d'eux. Les conventions sociales, les coutumes ou les institutions qui nous sont imposées de l'extérieur ne sont pas répressives en elles-mêmes, mais peuvent nous donner de l'organisation dans nos vies si on n'a pas de loi, de forme ou de discipline de soi. Cependant, ces structures peuvent devenir réellement oppressives si elles ne changent jamais ou, comme il arrive plus souvent, deviennent corrompues. Il n'est pas mauvais d'agir contre des structures en décomposition ou mortes, mais afin d'accueillir la légitimité pour démolir ces structures, pour citer Evola, on doit montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'une aversion pour toute forme de discipline intérieure, mais plutôt d'une aspiration à une vie plus authentique. Il continue, nous observons plutôt des individus qui s'identifient à la partie instinctive, irrationnelle et amorphe de l'homme, son sous-sol, cette partie qui, chez tout être humain supérieur, n'est pas obstinément réprimée, mais plutôt maintenue à une certaine distance et sous contrôle. Les liens entre le mouvement de protestation et les aspects les plus fallacieux et les plus dévergondés de la soi-disant révolution sexuelle sont certainement révélateurs, tout comme le spectacle offert par les nombreux secteurs dans lesquels le système répressif est de plus en plus remplacé par un système permissif. Les méprisables gauchias consommateurs de caca veulent profiter d'une liberté personnelle amorphe, l'émancipation totale de toute responsabilité et rôles sociaux prescrits. Lorsque Evola écrit ceci en 1970, il restait encore quelques structures. Aujourd'hui, le système permissif a tout supplanté. Même le test de discipline le plus simple d'aller à la messe chaque dimanche est rarement pratiqué par quelqu'un de moins de 65 ans. Soit dit en passant, les révolutionnaires libéraux comme les fondateurs américains ont les mêmes principes de base que la gauche moderne. À l'origine, la révolution de 1776 concernait les impôts, mais l'égalité devant la loi et la souveraineté populaire a rapidement dissous les soi-disant privilèges injustes et les devoirs de l'aristocratie. Bien sûr, le chemin vers la péréquation ne s'est pas arrêté là. Les distinctions entre les genres biologiques sont aussi une inégalité. L'effort d'égaliser les hommes et les femmes est une telle réussite que beaucoup de gens croient qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les genres, ce qui justifie les transgenres. Ceci est une autre manière de dire que les salles de bain au genre neutre sont une conséquence naturelle de 1776. Oui, je trouverai toujours un moyen d'intégrer de l'anti-américanisme dans chaque vidéo que je fais. De rien. Comme mentionné précédemment, Occupy Wall Street avait des revendications légitimes. Beaucoup de centristes pensent que leur cause était juste. Mais ce n'est pas mon cas. De feux furieux gauchias banqueteurs de diarrhée ou sociodémocrates peuvent dénoncer de véritables problèmes comme le déclin économique. Mais à cause de leur volonté irrationnelle et sous-intellectuelle pour l'émancipation totale, toute victoire qu'ils puissent obtenir ne servirait qu'à nous traîner, pour citer Evola encore une fois, à un niveau encore plus critique et destructeur que celui qui existait au début. Une autre façon de voir les déplorables gauchias clients de matière fécale est par la théorie de Carl Gustav Jung de l'inconscient collectif.
En bref, et pour simplifier, Jung croyait que certains complexes existent à l'intérieur de chacun et peuvent ressurgir dans les bonnes conditions. Ces complexes communs ne sont pas appelés complexes, mais archétypes. Une fois que l'archétype s'est installé, il peut emporter quelqu'un. L'archétype qui pourrait expliquer les mouvements de protestation est le puer aeternus. C'est du latin pour garçon éternel. Et je ne dirais que garçon éternel parce qu'il est plus facile. Cet archétype représente la partie préconsciente et instinctive de l'inconscient collectif. Les archétypes connaissent un côté positif et négatif dans la psychologie jungienne. L'aspect positif du garçon éternel est le potentiel pour le renouvellement et la restauration. Le négatif, comme nous le constatons trop souvent aujourd'hui, est l'homme immature qui refuse de grandir. On pourrait dire que l'image que Hollywood voudrait dépeindre est le côté positif. L'idée qu'ils ouvrent la voie à de vrais changements en mettant de côté les symboles et les institutions démodées et en écartant l'ancienne génération dépassée. Les anti-gourmands de Guano sont présentés comme des visionnaires, des créateurs et des artistes. Et rien n'est plus faux. Ce sont des enfants grincheux, obsédés par la nouveauté et le changement au nom du changement. Vu par leurs échecs de créer de nouvelles structures, ils sont incapables de créer quoi que ce soit de nouveau. Lorsque l'aspect mythifié du garçon éternel est retiré, c'est-à-dire la partie éternelle en lui, il ne reste qu'une bande d'enfants qui n'ont rien contraignant leurs désirs les plus absurdes et destructeurs. Ceci est la psychologie de la manifestation moderne. Vous souvenez-vous de Daniel Cohn-Bendit plus tôt? Je ne vous en voudrais pas, je ne m'en souviens pas non plus. En 1976, il a rédigé un article qui décrit dans les moindres détails des rencontres touche mineurs avec des mineurs quand il était professeur à Francfort. Plus tard, Cohn-Bendit est devenu membre du Parti écolo allemand et fut élu au Parlement européen. Ce qui est important est que les gens bien équilibrés aiment les enfants, mais certains les aiment un peu trop, et ces gens sont surreprésentés en position d'autorité. Ça va sembler fou, mais je crois que c'est 100% vrai. La raison pour laquelle le toucher dominaire, et oui, j'utilise un euphémisme car YouTube n'aime pas le nom correct pour ce que j'ai décrit, sera éventuellement normalisé par la loi et donc la société et la fétichisation de la jeunesse. Depuis les années 60, les médias ont poussé le bouchon que plutôt que d'enseigner aux enfants, nous devrions apprendre d'eux. Cela se voit dans les jeunes activistes comme Greta Thunberg ou Malala que les médias mettent en avant. Par conséquent, si les enfants sont davantage instruits et sages que les adultes, alors il ne devrait y avoir aucun problème avec, vous savez, tout ce qui est arrivé sur cette île possédée par ce gars-là. Bien sûr, c'est encore loin dans le futur, mais il est nécessaire de reconnaître l'extrême dangerosité de ce mode de pensée. En gros, cette vidéo est essentiellement le format audiovisuel de psychanalyse des manifestations. La raison d'avoir fait cette vidéo est que je crois que les œuvres d'Avola contiennent des idées précieuses qui doivent être diffusées, surtout pour tout le monde de la soi-disant droite dissidente. Et personne ne lit de nos jours. Je vous recommande de lire l'essai. Il a été republié dans le livre A Handbook for Right-Wing Youth, dont j'ignore s'il existe une version française. Je ferai une vidéo pour chaque essai dans ce livre-là, puis je ferai une vidéo pour chaque chapitre de l'arc et la massue d'Avola, puis je me révolterai peut-être contre le monde moderne. J'ai aussi un compte Twitter. Plus important encore, j'ai un compte Fediverse, grosso modo un clone décentralisé de Twitter. J'ai aussi des chaînes sur Rumble et Odyssey. Likez, commentez et abonnez-vous parce que avec certitude, vous voulez voir plus de vidéos sur Avola.